Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de revoir à mes côtés un homme multipotentiel, un sportif, artiste. Les arts et le sport donc. Et nous découvrirons quelles en sont les valeurs communes. Du haut de ses 1m97, c'est par une carrière prometteuse dans le basket que mon invité du jour a commencé. Jusqu'au jour où, le samedi 23 juin 2007, les téléspectateurs le découvrent sur TF1 dans une toute nouvelle émission, la première, Secret Story. Parmi les premiers candidats d'une émission devenue emblématique. Il connaît à sa sortie l'envers du décor, notoriété, célébrité et tous ses bons et mauvais côtés. Sportif dans l'âme, le basket le suit toujours, mais il se renouvelle. Tantôt animateur, tantôt comédien dans les mystères de l'amour. Pendant 6 ans, il innove et ose de nouveaux projets. Il se lance aujourd'hui dans le seul en scène avec Origine, dont il est l'auteur et le comédien. Comment un individu réussit-il à se renouveler en permanence, défiant les injonctions imposées ? Comment créer un spectacle de basketteur à comédien ? Une évidence ou un défi ? La force mentale d'un sportif de haut niveau mêlée à celle d'un artiste aux grandes ambitions et émotions. C'est avec Xavier Delarue qu'on va en parler. Bonjour Xavier. Soledad, je sais pas quoi dire. Vraiment cette intro. Est-ce qu'on peut terminer l'interview maintenant ? Xavier, quel plaisir de te voir, de te revoir. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024 ? Je pense que plus que jamais, je suis devenu et je deviens celui que j'ai rêvé d'être. Je pense. Pour bien comprendre ton histoire, celui que tu es, j'aimerais qu'on parle de ton enfance. Tu as grandi à Saint-Ouen, raconte. Je suis né à Saint-Ouen et j'ai grandi, mon plus jeune âge, je l'ai passé dans le 18e, au pied du Sacré-Cœur. Montmartre. Ouais, Montmartre, voilà, c'est la carte postale, hein. C'est Émilie in Paris. Ok. Et ensuite, quelques années plus tard, j'ai connu aussi un autre univers, celui de la banlieue, lorsque mes parents se sont séparés. Et j'ai grandi à Stein, dans le 93. Tes parents se sont séparés. Papa antillais. Et maman normande. Chaud-froid. Chaud-froid. Camembert coulant, rhum citron vert. T'as un frère ? J'ai un petit frère, voilà, issu de nos 2 parents. Puis après, il y a des extensions. Mais j'ai un frère issu de mes 2 parents. Alors, raconte-moi, quel genre d'enfance t'as eu ? Tu étais plutôt rêveur, t'étais plutôt timide, gentil, ambitieux ? J'ai vraiment deux identités, en vrai. J'ai la partie timide où je vis à Paris. Je vis avec mes 2 parents. C'est très conventionnel, tu vois. C'est vraiment le Parisien qui va à l'école, tranquille. La rue du Mont-Cenis, c'est magnifique, tu vois. Là, je suis très timide, vraiment très introverti. Je ne sais pas trop qui je suis. Parce qu'il y a des mots qui fusent à l'école, pas très cool déjà des fois. Comme tu sais, le mot bâtard, par exemple. Et donc, c'est un mot que tu connais pas. Et quand tu rentres chez toi et que tu le demandes, alors qu'à la base, c'est à la boulangerie qu'on propose des bâtards, ou alors c'est des chiens qu'on appelle des bâtards, ça fait bizarre, tu vois. Et donc, tu apprends au fur et à mesure que tu grandis que tu es multiculture tout en étant français. Tu as un papa noir, mais qui est antillais, qui est français, et une maman normande. Donc, ça fait bizarre, tu vois. Et après, au fur et à mesure des années, je me suis construit cette carapace, cette envie d'être respecté et surtout de savoir qui je suis, parce que moi, je suis très proche de mes origines aussi. Et en partant en banlieue, en vrai, c'est là où j'ai découvert toute la mixité. Et c'est un très beau voyage qui s'est passé. Alors, c'était pas tout rose, hein, comme ta belle tenue d'aujourd'hui, mais en tous les cas, j'ai appris énormément en banlieue, énormément. Et là, tu rêvais de quoi à ce moment-là ? J'ai pas forcément beaucoup de rêves, tu vois. J'ai un papa qui est très très strict dans l'éducation, une maman aussi. Je pense qu'ils sont eux aussi précurseurs d'un nouvel élan, le couple mixte.
Je te parle des années 70, là. Hein. Je te parle d'une mère blanche qui marche avec un père noir en France dans les années 70. Tu vois, donc cette force de caractère, je l'ai là, mais je suis pas trop rêveur. Après, c'est des trucs basiques, hein, pompier, policier, infirmier. Je suis devenu je suis devenu rien du tout de tout ça. Le basket, alors, ça a commencé quand? Le basket, c'est une forme d'exutoire. C'est un sport que j'ai rencontré quand je suis arrivé en banlieue et que ça devenait compliqué avec ma mère, puisque ensuite elle est devenue monoparentale avec 2 enfants dans cette jungle urbaine. Et donc c'était chaud. Et mes nouveaux potes jouaient au basket. Je savais pas ce que ça voulait dire. Je savais pas ce que c'était. Tout ce que j'ai su, c'est que grâce à ça, je me suis formé une équipe, des amis, des confidents. Tu as trouvé une identité. Une identité à ce moment-là sur le terrain de basket. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 14 ans. J'ai commencé très très tard le basket. Moi, j'étais un footballeur comme tous les enfants. Et puis je suis arrivé là, j'ai commencé à jouer avec mes mains. J'étais doué et je les ai tous dépassés. Et je suis devenu professionnel. Alors raconte, comment tu es devenu à 14 ans? Tu es rentré dans une école, c'est ça? Non, pas du tout. C'était beaucoup trop tard. Moi, j'étais déjà au niveau scolaire, c'était une catastrophe. J'étais devenu une catastrophe alors que j'étais premier de la classe à Paris. Je suis devenu le boulet en banlieue. T'entends toute la mixité, là, tout incroyable. Ce paradoxe. C'est ce que je raconte dans le spectacle. J'aime tellement, on va en venir à ton spectacle, mais c'est ça, pour les gens qui nous écoutent, accepter cette singularité, ce paradoxe. Quand tu es à Paris, tu es hyper carré et en même temps on te traite de bâtard et ton identité devient compliquée. Et quand tu reviens en banlieue, là tu trouves des effets miroirs, tu trouves ton possi, ton groupe, et en même temps ça part en cacahuète. Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, quand tu commences à exploser, enfin moi j'ai implosé, j'ai pas explosé parce que j'ai pas fait de délit, de trucs, mais j'ai complètement implosé. J'étais mal poli, j'étais rebelle, j'allais plus à l'école, j'avais plus envie de rien faire. J'ai pété un plomb et le basket est arrivé, un exutoire, une manière de m'en sortir. J'ai commencé sur les terrains du Clos Saint-Lazare, tu vois. Et alors raconte, quand tu découvres ce talent, qu'est-ce qui se passe? En fait, au bout de 2 ans de basket de rue, je signe ma licence à Stein avec tous mes amis. Et 2 ans après, je me retrouve au PSG. Et là, en fait, une carrière professionnelle. Ouais, enfin... T'as 16 ans. Je sais pas où je vais. Je connais pas les niveaux. Je sais même pas comment s'appellent les niveaux du basket. Mais on me dit, on te prend au PSG. Je signe au PSG et ensuite je me repère. Attends, parce que tu nous dis que tu étais un garçon rebelle, enfin je sais pas si instable, mais en tout cas tu fuguais l'école, etc. Mais pour rentrer au PSG et devenir basketteur professionnel, ça veut dire concentration, force mentale, ça veut dire entraînement, pas d'alcool, pas de cigarettes, plutôt sain. À cette époque, quand on était en banlieue, on était plutôt dans la rue, on s'enfumait des joints. Avec tous les autres frérots. Voilà. Mais moi, j'ai pas suivi cette voie-là. J'ai pas suivi la voie de la haine. Quelles étaient tes ressources, justement? C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a permis de rentrer au PSG? Je pense que c'est la blessure de l'enfant. C'est l'incompris. J'avais pas envie d'être compris non plus. Mais dans ce ballon de basket et dans cette rage, j'ai trouvé l'exutoire. Comme je te dis, c'est là où j'ai trouvé ma source et ma motivation. C'est grâce au basket si je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. T'avais des idoles dans le basket? Ouais, j'avais tous les anciens basketteurs, tous les basketteurs d'aujourd'hui et ceux qui connaissent l'encyclopédie, Michael Jordan, Charles Barkley, Patrick Ewing. On est à la VHS à ce moment-là, il n'y a pas Internet, tu vois. On est à la VHS pour avoir des images de basket. À l'époque, fallait vraiment lutter, fallait vraiment avoir le bon filon, tu vois. Et ouais, j'étais matin, midi et soir sur le terrain de basket. Si t'entendais un panier, un ballon, c'était moi. Ok, donc la PSG. PSG, je pars là-bas. Après, je me repère un peu dans un petit club de banlieue à Aubervilliers. Et ensuite, un ancien basketteur qui me côtoie, qui me dit « Mais Xavier, t'as 17 piges, t'as rien à faire ici. » Appelle un coach qui évolue dans le Poitou-Charentes, qui a lui comme mission de prendre des jeunes talents parisiens et d'en faire des basketteurs accomplis en province. Et je suis parti à Niort pendant 3 ans. Okay. J'ai quitté, du jour au lendemain, j'ai quitté la banlieue, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté ma mère, j'ai quitté mon frère, j'ai quitté tout le monde. Je suis parti là-bas et je suis pratiquement jamais rentré après. Et là, c'est donc une rencontre avec un coach qui a changé ma vie. Qui te fait identifier justement tes ressources, tes talents, et tu deviens un professionnel. Je deviens un professionnel avec le temps. J'ai beaucoup navigué dans l'amateurisme, ensuite le semi-amateur pour devenir professionnel. Je suis devenu après
champion de France, l'un des meilleurs joueurs français de ma génération, premier joueur français à évoluer au Canada en fin de carrière. Et là, tu as de l'ambition. C'est quoi ton trait de caractère ? Mon trait de caractère, c'est pas du tout le même en dehors et sur le terrain. Je suis acharné, je suis un écorché vif, je m'adresse directement au public, j'ai un côté chaud aussi qui émerge. J'aime ça, j'aime la proximité, je joue devant 4 000, 5 000, 10 000 personnes. Et là, alors, quel caractère s'est développé chez toi ? L'envie de faire autre chose, l'envie de... Aussi j'ai une première vie, j'ai une première vie amoureuse, j'ai un petit garçon qui arrive très vite, je me sépare très très vite aussi de sa maman. Aujourd'hui, il a 23 ans, il s'appelle Juan, tout se passe bien avec lui. Salut. Ouais. Et ensuite, je rencontre aussi celle qui va devenir un long épisode dans ma vie, Tatiana, que je rencontre à Rouen. On n'est pas du tout connus tous les deux. Enfin, moi, je suis connu dans le milieu du basket, mais donc pas là, elle. toi, tu es basketteur. Moi, je suis basketteur. Je suis basketteur et je la rencontre à Rouen après ma séparation. Rencontrés ? Elle vit là-bas. Moi, j'arrive dans la ville, je me sépare et je la rencontre dans une soirée. L'amour tout de suite. L'amour tout de suite. Ouais, l'amour tout de suite. On se quitte jamais et on construit ce truc qui nous attire tous les deux. La lumière. Moi, je suis basketteur. Elle a l'envie d'être chanteuse à cette époque-là. Okay. Et donc, elle n'a pas trop les filons. Elle ne connaît pas Paris. Et moi, je suis parisien et je connais par cœur. Donc, pendant que je ne m'entraîne pas ou pendant mes heures libres, on monte à Paris. Elle fait les castings. Tu connais, tu sais de quoi on parle. Tu es le précurseur des castings. Et je crois qu'à ce moment-là, on se connaît. En tous les cas, tu la connais avant moi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Elle fait les castings, tu sais, la génération casting. La génération casting, c'est ça qui m'intéresse. C'est que en étant devenu basketteur, tu développes un caractère, tu découvres ton identité, tu aimes le show, tu viens de le dire, sur scène non, c'est pas une scène, c'est un terrain de basket. C'est un parquet, ça reste un parquet. C'est un parquet. Et l'amour, est-ce que c'est elle qui t'a donné envie d'être dans la lumière ? Au départ, je suis dévoué à sa carrière, moi j'ai la mienne. T'es amoureux en fait. Ouais, complètement. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, soit t'es à fond, soit tu ne l'es pas. C'est ça qui m'intéresse dans cette interview, pour tous nos auditeurs qui me disent souvent « je veux devenir un artiste ». Être un artiste, c'est quoi ? C'est désirer de la lumière, de la notoriété, devenir célèbre comme toi, comme Omar Sy, comme Joey Starr, ou vivre de son art. Cette lumière, parfois, elle crame les ailes, on va en parler. En 2007, tu participes à la toute première saison de Secret Story. C'est un nouveau concept à l'époque, c'était un phénomène. On ne le sait pas encore, à ce moment-là. Et ça sort dans la presse, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, les valeurs, pas les valeurs. En tout cas, c'est un immense succès. Comment t'es arrivé sur ce casting, justement ? Une annonce ? De casting en casting, avec Tatiana, on fait pas mal de petites émissions sur le câble à l'époque. Donc, dont une émission qui s'appelait « Jouer n'est pas trompé », qui était produite par Alexia Laroche-Joubert. Elle avait toujours l'envie de chanter, puisque elle, c'était vraiment ça, sa target. Elle était mannequin et chanteuse. La double casquette aussi, très dure à porter. Mais enfin, bon, bref. Quand on est très dur à porter en France. Quand on est et physique, à travers ce podcast, on n'arrête pas d'en parler. Quand on est une femme, qu'on a un beau physique, finalement, ça nous freine. Quand on veut être chanteuse, danseuse, encore que les comédies musicales sont arrivées, et en fait, à travers ces interviews, à travers des gens comme Didier Morville, à travers tant d'autres personnalités, on peut tout faire. Quand on le veut et quand on travaille. Ou quand on s'acharne et quand on n'a pas peur de prendre des portes ou des réflexions. Donc du coup, 2007 arrive très très vite. Moi, je joue à Levallois à ce moment-là en deuxième division. Elle a le choix, donc Tatiana a le choix de faire soit la Star Academy ou cette nouvelle émission. Et finalement, elle choisit le parti de faire cette émission qui est toute nouvelle dans le but de sortir un titre, parce qu'on se dit à ce moment-là, avec sa production, que c'est un accélérateur de carrière. Normalement, tu gagnes 10 ans sur une émission comme ça. On rentre là-dedans à 2 sur un concours de circonstances, puisqu'à la base, elle doit rentrer toute seule. Elle envoie ses photos, que tu connaissais très bien, donc qui étaient magnifiques. Elle est prise d'emblée. Et sur l'une de ces photos, dans une deuxième salve, je suis dessus. Parce qu'on s'amusait à faire le basketteur, mannequin, mixte. C'était pas au goût du jour, encore une fois de plus. Tu vois, je te parle de ça il n'y a pas si longtemps. Et donc, la casteuse dit, mais le mec là, c'est qui ? C'est qui le mec à côté ? C'est mon mari. Ah, t'es marié ? C'est éliminatoire, puisqu'à la base, on cherche des célibataires. Et des scènes dans la piscine. Tu vois. Et du coup, non, pas du tout. On cherche un couple, en fait. Depuis 6 mois, on ne le trouve pas. Waouh.
Et puis finalement, moi aussi, un peu fou, je me dis, tiens, c'est quand ? C'est pendant les vacances. Ok, on est rentré là-dedans. La suite, la plupart des gens la connaissent. 68 jours, on est ressorti de là-dedans, on était quelqu'un d'autre. Incroyable. Alors déjà, est-ce que ça a entaché ta carrière de basketteur ? Bien sûr. C'est ça le Mais truc. évidemment que ça a entaché ma carrière de basketteur. Déjà, je suis Pourquoi ? rentré parce que j'ai brisé les codes une fois de plus. Une fois de plus, j'ai brisé un tabou. Je suis devenu un basketteur connu à l'échelle nationale, alors que j'étais connu dans toutes les régions où je jouais, tu vois. J'ai jamais joué en équipe de France, même si j'étais aux portes à un moment donné. J'ai pris la place de gars qui avaient grandi à l'INSEP, sur qui on avait misé. Moi, on n'avait pas du tout misé sur moi. Et comme en plus, d'une manière autonome, je suis rentré dedans, on m'a boudé. J'ai failli ne jamais rejouer au basket de ma vie parce qu'ils voulaient me rayer de la carte. Les 68 jours de Secret Story, tu les as vécus comment ? Franchement, je me suis amusé, moi, dans Secret Story. T'avais quel âge ? Quand je rentre dans Secret Story, j'ai 29 ans. Déjà. Et là, tu t'amuses. Et je m'éclate. Parce que je suis un grand bébé et que Secret Story, c'est un jeu de société à l'échelle humaine. Et que vraiment... Et je pense que... C'est l'analyse de l'autre qui m'a plu. Et les candidats, vous n'aviez aucune idée de ce qui se passait dehors, en fait. Non, là, pour le coup, sur la première saison, on était vraiment isolés. On avait 0 retour. Les seules personnes qui nous ont visités sont des pigeons. Vraiment, on n'a jamais rien vu. Et ceux qui sortaient, on n'avait pas de retour. On n'avait pas toute cette fame aussi autour. On n'avait rien. On ne savait même pas. À un moment donné, je crois même qu'au bout de la première semaine, ils ont hésité à l'arrêter, l'émission, parce qu'il n'y avait pas de... Il se passait pas grand-chose, en fait, tu vois. Et il y a eu cette fameuse question... d'Alexia Laroche-Joubert à Tatiana et à moi de manière séparée dans le confessionnal, mais on la voit pas, hein, elle nous parle et elle nous dit « Êtes-vous prêts à jouer ?» On a dit oui, on est devenus Xavier et Tatiana à ce moment-là. Incroyable. Là, on a joué. Et là, je m'y suis mis vraiment. Xavier et Tatiana, c'était qui ? C'est une identité qui n'existe pas autre part qu'à la télé. Qui n'existe pas. Et est-ce que c'était en accord avec ce que tu es profondément ? Non, parce que Secret Story est basé sur la trahison, la manipulation. Et moi, à ce moment-là, j'ai des valeurs sportives. Tu vois. C'est ça qui est intéressant dans toute ta vie. Sur la et confiance. On va y venir dans Origine. C'est ça, toute ta vie, c'est un paradoxe et une balançoire. Tout le temps. D'ailleurs, je suis balance. Ah, tu vois, je ne le savais même pas. Tu sors de Secret Story et boum, une notoriété dans la presse, les unes de partout, les photos, les trucs. C'est n'importe quoi. C'est un autre monde. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens aux autres. Et puis tu rentres dans une forme de parano. Nous, par exemple, on avait genre 3 jours dans un hôtel pour décompresser. On est rentré chez nous. On avait peur d'être filmé. On avait peur de tout. La sortie de Secret Story, elle est hyper violente. Tu sors... moi, je suis basketteur, j'ai les épaules, j'ai le truc. Mais avec Tatiana, on ne sait pas ce que ça veut dire d'être connu à 2. Tu deviens un Beckham. C'est pas des conneries, ce que je te dis, franchement. Est-ce que tu gagnais de l'argent ? On gagne pas... Alors, Secret Story 1, on est bénévole. Les quatre premiers ont leur cagnotte. C'est ça le truc, c'est qu'il y a cette grande notoriété. Et c'est tout le sujet, souvent, quand on parle de télé-réalité. Qu'est-ce qu'on en fait de cette notoriété ? À l'époque, on n'a pas la même notoriété que ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus dans de la consommation. Nous, on sort d'une télé où il n'y a qu'une seule télé par an. Et c'est Secret Story. Donc, le prochain, il a 1 an. Donc, pendant 1 an, tu es chouchouté par la presse. À l'époque, pour ne pas les citer, c'était SIPA Presse, qui choisissait 3 candidats maximum et qui les rémunérait selon les soirées où ils allaient et des portraits dans les magazines. Ça pouvait aller jusqu'à 10 000, 15 000 la couve. Euros, la couve. Parce qu'à l'époque, tu n'as pas de téléphone, t'es très rare. Donc, pour t'avoir, il faut te lire. Il faut aller dans la presse écrite qui n'existe plus. Okay, et ensuite, donc, tu es rémunéré comme ça. Et c'est pour ça que tu nous vois dans toutes les soirées. Parce qu'en fait, tu es envoyé par ton agence de presse dans toutes les soirées. Que ce soit n'importe laquelle, un événement où on s'est croisés. Ou même que toi, tu as pu faire. Tu nous as eu parce qu'on a cette presse qui nous envoie et qui nous rémunère. Je me souviens d'une soirée exceptionnelle, 5 soirées en une soirée. 5 événements en une soirée. On s'est changé 5 fois pour vendre 5 fois. Incroyable. Et tellement loin des valeurs d'un basketteur sportif qui se couche tôt, avec une hygiène de vie. Parce que comment garder
un équilibre amoureux dans cette folie de contact, de relations publiques, d'images, dans un milieu du soir où on imagine des débordements. Les dérives, ouais, elles existent les dérives. Après, on en croise plein. Tu sais, l'alcool. Bon, l'alcool, moi, j'y ai participé fortement parce que je suis un fêtard aussi. D'ailleurs, je pense que j'aurais été un meilleur basketteur si j'avais pas hyper fêté comme ça. Mais la drogue, jamais. Et jamais dans le couple. Mais ce qui fonctionnait bien, c'est qu'on était accueillis partout, malgré les critiques de l'émission, parce qu'elle n'a pas fait non plus que des éloges, cette émission. Mais après, on s'est demandé ce qu'on allait en faire, et surtout ce que moi, j'allais en faire. Donc, je suis retourné dans le basket, malgré moi. C'est ce que j'allais te dire. Donc, Xavier, tu reviens au basket, malgré toi. Ça veut dire quoi, malgré toi ? C'est-à-dire que, malgré moi, c'est-à-dire que T'en avais plus envie ? Au départ, j'en avais plus envie. Bon, après, moi, j'ai 29 ans quand je rentre dans Secret, donc je commence à me poser les questions, me dire qu'est-ce que je vais faire. Un sportif, ça a une date de péremption. Hein. Une fois que tu as ouvert le couvercle, tu vois. Mais tu peux devenir entraîneur, coach. Ouais, mais moi, une fois de plus, je connais le basket par rapport à une situation où le basket m'a sauvé la vie. À la base, ça devient une passion parce que j'y trouve quelque chose. Mais d'en faire mon métier de coach, ça m'a jamais botté, tu vois. Ça m'a jamais parlé. Donc, je savais pas où j'allais. Je me suis quand même découvert 2-3 talents de comédien dans Secret, malgré tout. Je me suis amusé, je me suis dit, putain, ça me fait kiffer quand même, cette histoire. Toutes ces années, il y avait beaucoup d'amour entre Tatiana et toi. Ouais, on était indissociables. Un amour absolument... Ouais, il y en avait un qui parle. Vrai. Le vrai, celui que tout le monde souhaite de rêver un jour, de connaître un jour, celui-ci, on l'avait, ouais. On était soudés, rien ne nous impactait. Même les tartes qu'on a pris par rapport aux critiques sur notre jeu dans Secret Story, ça nous a blessés, mais on ne s'est pas déchiré à l'intérieur. Et c'est cet amour-là et ce moteur, parce que je dis toujours que l'amour est l'énergie la plus forte, qui vous motive l'un et l'autre et qui vous donne une force incroyable pour décrocher des castings, etc. Et quand tu parles de comédie, en 2017, on te découvre à la télé dans Les Mystères de l'amour. Et ça dure 6 ans dans le rôle d'Antoine Vallès, un basketteur qui finit comédien. J'aime ça. Raconte-moi, ça a été un casting ? Alors, c'est très simple. En fait, donc il y a toute cette page Secret Story où je fais quand même des petites apparitions. Je deviens coach sportif dans une émission de téléachat sur TF1 entre 2010 et 2012. On vient de chercher. Je connais Michel Larosa, qui lui est l'animateur phare des téléachats. On se côtoie dans des événements, on devient amis. Il me dit, Xavier, t'as un truc, viens chez moi, fais un essai. Il me prend, je reste 2 ans. Justement, cette période où tu sors et que vous êtes mandaté par la presse pour 5 soirées, en fait, quand on est intelligent, et je pense que tu as ce flair, c'est que justement, quand on sort, ça provoque des rencontres. Exactement. Et les rencontres, comme avec Michel Rosa, définissent toujours un nouveau chemin. Donc finalement, toutes les aventures qu'on vit, c'est selon ce qu'on en fait. Exactement. Et je crois que ton âme de basketteur et ce training sportif a permis que tu en arrives là. Donc tu étais sur cette émission. Ouais, j'étais sur cette émission et je jouais à Clermont-Ferrand en même temps, tu vois. Donc je faisais les allers-retours une fois par mois le mercredi, ce qui avait fait un bordel pareil dans le basket en disant c'est inadmissible, ils travaillent le samedi alors qu'ils devraient se concentrer sur les terrains. Non les amis, c'était enregistré, nombre de trimards. Enfin bon bref. C'est tellement français malheureusement. C'est tellement français de garder et d'être étiqueté. Mais si tu le regarde le nombre d'étiquettes déjà que j'ai sur le front. Tu vois. Et du coup, arrive très vite cette période où on part au Canada, on revient. Qu'est-ce que vous êtes parti faire au Canada ? Je termine ma carrière au Canada. Ok. Je suis le premier joueur français européen à jouer au Canada. Et Tatiana part avec toi ? Elle part avec moi, elle sort son livre là-bas aussi. Elle fait sa promo. Vraiment, on est dans le fame. Il y a même une émission de télé-réalité qui nous voulait là-bas aussi. Okay. Et puis finalement, on rentre. Mon papa a un problème. Il a un problème, il fait un AVC. C'est très compliqué. Moi, je suis en fin de carrière, je suis un peu cassé aussi. J'ai 36 piges. Et je fais, bon, ok, allez, on rentre. De toute façon, il fait trop froid. Et c'est la partie guadeloupéenne qui prend le pas et qui me dit, Xavier, go home. Okay. Et donc, du coup, on rentre.
Et il y a un moment de latence, il y a un petit moment de latence pour ma part. Elle enchaîne sur Énergie 12, tu vois, toutes les Animatrice, elle devient animatrice. Chroniqueuse aussi et tout. Elle se cherche, Tatiana. Ouais. Et on parle beaucoup de violence conjugale. Voilà, elle est dans son élément, elle a construit sa... On a l'impression que Tatiana, mais on va pas... Il y a quelque chose, et c'est intéressant parce que ce podcast, tu l'as compris, c'est un coach pour les auditeurs. C'est-à-dire que Tatiana, justement, cette notoriété, ça l'a fait revivre, il me semble, des choses du passé qu'elle n'a pas pu gérer. Et toi, au contraire, ça t'a éveillé une sorte de force. Tu disais, l'enfance, c'est là où la notoriété, parfois, ça peut être bien géré et t'en fais quelque chose de... Et puis parfois, ça éveille des trucs dont on ne peut pas sortir indemne. Ça, c'est sûr. Mais on n'a pas la même, au départ, en fait, on n'a pas la même valeur de la notoriété au départ avec Tatiana. Même elle veut dire quelque chose depuis longtemps sur la mort de sa maman, les violences conjugales, le truc. Moi, j'ai pas forcément un message à faire passer. Moi, je veux m'en sortir. Et vivre des sensations. Et vivre des sensations parce que, visiblement, je suis né pour ça. À prendre des risques. Et encore aujourd'hui. Donc on n'a pas la même jauge de cette notoriété, mais on la vit ensemble. Tu vois. Et toi, tu es très touché par justement Tatiana. Je ne sais pas ce qu'elle te rappelait, mais en tout cas, tu étais très protecteur. Tout le monde l'a vu. De toute façon, je vais pas. Tu vois, et je renie jamais ce que j'ai fait. Et encore aujourd'hui, non, on fait attention. J'ai toujours fait attention à elle quand on était en couple. Et aujourd'hui, comme on a un petit garçon, de manière obligatoire, je continue à faire attention. On en revient à cette télé-réalité, à ce téléachat. Ouais. Comment ce téléachat t'amène au mystère de l'amour? Alors, il y a des étapes. Donc, téléachat, donc là, je m'habitue avec la caméra, déjà, dans un premier temps. Même si je suis beaucoup sur l'improvisation, il y a quand même des choses à respecter. Donc, je m'intègre facilement, je pars au Canada, je reviens. Et puis là, donc, ce moment de latence, je me cherche un peu, je ne sais pas trop quoi faire. On fait 1 ou 2 émissions sur Énergie 12, pas convaincantes, c'est nul. La nouvelle génération de télé-réalité ne me plaît pas en soi. C'est trop joué, caméra embarquée, ce n'est pas les caméras fixes. Si tu n'es pas devant, tu es derrière, ils l'ont bien compris. Donc pour être devant, il faut péter les plombs, quoi, tu vois. Et là, je me dis, waouh, il y a une différence. Je ne suis pas non plus dans ce show-là. C'est une nouvelle génération. Vous venez d'une génération un peu plus élégante. Il n'y avait pas ce côté trash, il n'y avait pas ce côté... et justement, en 2024, j'ai l'impression qu'on revient vers un peu plus de connexion à soi. Ils essaient, mais comme ils ont donné quand même beaucoup de grains, les gens ont du mal à revenir en arrière et de se dire que c'est plus calme qu'avant. Tatiana et toi, vous veniez quand même d'une génération avec des valeurs de sport. Il n'y a rien à voir. Il y avait un peu le côté sexy, rigolo, mais c'était des notions de créatif. C'était des notions de jeu. On n'était même pas maquillés, on se levait le matin, on s'en foutait, on mettait le premier truc, on était en tongs, on était comme à la maison, tu vois. Il n'y avait pas tous ces trucs de chirurgie esthétique. Là, tu te lèves, ils se lèvent, ils sont pimpés. D'où tu te lèves le matin, t'as déjà ton truc, t'es pimpé, les nanas, elles accouchent, elles sont pimpées. Talons, il est où ton calbar, ton truc, je comprends pas. En fait, enfin bon, bref, tu vois, tous ces trucs-là. Tes crottes de yeux. Et du coup, n'enlevons jamais à César ce qui appartient à César. Tatiana me dit, Xavier, t'es comédien dans l'âme. Tu fais rire tout le monde, personne ne le sait. C'est ça ce qui me plaît dans votre relation pour vous avoir connu. Vous vous nourrissiez comme ça, c'est ça qui me plaît. On s'apportait des plans. Moi, j'étais plutôt. J'ai toujours gardé ce côté un peu stratège sur la carrière, sur le truc, le confident. Je pense que tu devrais plutôt aller là. Et elle aussi, parce qu'en fait, on est le miroir de l'autre. Tu vois, on se voyait mieux dans l'autre qu'on se voyait nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est beau, c'est la définition même de l'amour. Tu vois, et du coup, elle me dit, t'es comédien, elle doit jouer 3 fois dans Les Mystères de l'amour, en fait, Tatiana, à la base. Et elle dit non 3 fois à Jean-Luc Azoulay, pour 3 raisons différentes. Soit c'est le script, soit elle n'a pas le temps, ou soit elle a d'autres plans. Voilà. Et donc, elle connaît la directrice de casting, qui s'appelle Pauline, et elle envoie mon profil. Et Pauline lui dit, écoute, c'est cool, on cherche 8 bandits, et il y en a 2 qui ont vraiment le micro et sur lequel on va s'intéresser. Et je deviens l'un des 2 bandits qui a un micro et tout. Je fais 2 épisodes. 2. Ok. Ça cartonne.
J'ai jamais fait de comédie de ma vie, un peu de théâtre, un petit peu à l'école, mais je rentre là-dedans et Jean-Luc m'envoie un message après la diffusion. Jean-Luc Azoulay, Jean-Luc Azoulay, qui est le producteur. qui produit, le légendaire Jean-Luc Azoulay, qui produit, il m'envoie juste ça, hein, sur Facebook, c'est pour te dire. Jean-Luc, il me dit, tu vas revenir. Un mois après, je reçois mon personnage que je dois faire vivre, que je dois créer et qui rentre dans l'histoire des mystères de l'amour. Tu sais, ce qui me plaît quand je t'entends, c'est que j'ai l'impression qu'aucun obstacle, aucun frein ne semble se mettre sur ton chemin. Tu te lances tout le temps. Est-ce que tu avais des fois le syndrome de l'imposteur ? C'était quoi ta motivation ? Qu'est-ce qui te booste ? Parce qu'aller sur un plateau, ça veut dire, ce que souvent je le dis aux comédiens, derrière un plateau, il y a quand même le silence, des caméramans, des maquilleuses, le régisseur, tous les regards sur toi, un texte à apprendre, une émotion à jouer. C'est pas facile. C'est pas comme la télé-réalité chez Secret Story où tu es juste toi-même et on te filme sans que tu... C'est vrai. Il faut du travail, il faut du talent. Où est-ce que tu es allé le chercher ? Ça se travaille ? Comment tu as fait ? Je pense que ça se travaille avec le temps quand tu y es, si on te laisse y être, tu vois. J'ai continué à bosser, mais après, les émotions, j'ai été les chercher à l'intérieur. Je crois que j'ai vraiment assez de vécu pour savoir ce que c'est d'avoir mal. Hein. À aucun moment, tu t'es dit, c'est pas pour moi, je suis pas à ma place ? S'il y a un producteur qui me fait confiance, si lui il me dit, t'es fait pour ça, si lui il me dit, vas-y, joue, pourquoi je vais pas le faire ? Pourquoi je vais me mettre des barrières ? Il y en a assez comme ça. D'où ça vient tout ça, d'après toi ? Je pense que ça vient de ma mère, plus que mon père, tu vois. Et encore, mon père, il a pris le parti de quitter la Guadeloupe, contrairement à tous ses frères, et de venir faire sa carrière ici. Mais ma mère, elle s'est levée tous les matins à 5h30. Elle a travaillé à l'Alstom pendant 35 piges. Et aujourd'hui, elle ne peut plus bouger ses mains tellement elle est fatiguée. Elle a été ouvrière toute sa vie. Ça, c'est l'abnégation par excellence. Et c'est de là que je vois le truc. Elle m'a levé tous les matins. J'ai partagé mon lit avec mon frère. Et après, j'ai dormi sur un canapé jusqu'à 10 piges. C'est justement cet esprit... et c'est ce mental qui t'a permis d'être le sportif que tu étais. Donc 6 ans de mystère de l'amour. Où je m'éclate, où je rencontre encore beaucoup de notoriété. Ouais, parce que c'est à l'époque, c'est quand même 1 million de téléspectateurs le samedi et le dimanche. Donc j'apporte quelque chose, un peu un air nouveau aussi. Les téléspectateurs m'acceptent et m'adoptent, surtout les fans des mystères de l'amour. Il y a toujours des critiques, hein. Alors, on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais les critiques existent dans tous les domaines où je te parle. Hein. Mais elles te touchent, les critiques ? Je ne suis pas animateur, non. Je les lis, et même à la fin, je les lis même plus. Il ne faut plus lire. Tu vois ? Mais je les lis au départ, parce qu'en fait, j'ai le syndrome du basketteur qui regarde son mauvais match. Tu sais, le débrief. Moi, je l'ai. Et puis, parfois, il y a des critiques constructives. Bon, t'es con, t'es pas beau, t'es noir et tout ça. Bon, c'est pas constructif. Mais quelque chose de « Ah, je te vois plus comme ça, c'est cool, continue. » Mais par contre, ça, c'est constructif. Tu aimes les conseils Ouais, je les écoute. Alors, j'écoute. Je les applique pas forcément tout de suite, mais j'écoute. C'est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Je ne sais pas si sur ce podcast, j'en ai déjà parlé. La confiance en soi, c'est justement ce talent en tant que bon basketteur, savoir prendre la lumière, jouer un rôle. Et l'estime de soi, c'est justement l'amour qu'on a pour soi. Exactement. Et c'est là où les critiques, elles ne vont pas t'atteindre. Bah, en fait, en vrai de vrai, moi, je suis un homme de terrain et quand on te crache dessus, c'est pas une critique sur Internet qui va te blesser. Parce que moi, je suis un homme de proximité. Le basket, on l'a vu avec les JO. Hein. Quand tu as une salle contre toi, tu peux pas te cacher. Donc la prise de responsabilité, je la connais. Alors, comment tu travailles ton rôle ? Tu prends des cours de théâtre ? Pas du tout. Je prends aucun cours de théâtre. Je prends rien du tout. J'avance mois après mois, script après script. Il y a un exercice très particulier dans les mystères de l'amour, même pour ceux qui diraient ouais, c'est que les mystères de l'amour. Non. Les mystères de l'amour, c'est tu reçois ton script là, tu reçois ton script peut-être 5 jours avant. D'accord ? C'est un pavé que tu reçois. Tu arrives sur place, tu dois le connaître. Tu fais une italienne. Une italienne, c'est tu lis la lecture voilà, avec le groupe. Ensuite, il y a la mise en place, une répète, et tu tournes.
c'est calé, c'est enregistré, tu passes à côté. Si t'es nul, c'est ton problème. C'est ton problème. Et tu as rencontré des légendes. Des légendes. Raconte. J'arrive un matin et je croise Hélène, je croise Patrick Puydebas, je croise toute la bande d'Hélène et les garçons. C'est une dinguerie dans ma tête, en vrai. J'ai grandi avec eux, je le raconte dans le spectacle où je les charrie un peu, mais ils me connaissent, je suis quelqu'un qui charrie beaucoup. Et je me prends on se prend d'affection avec Carole de Chantre, Ingrid, qui devient mon acolyte, mon duo, mon ange gardien au sein des Mystères de l'amour. Ouais. Aïe, 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 Ouais. aïe, aïe. Et là, ça s'arrête d'un coup. On va en parler parce Ouais. que t'en as mangé des couleuvres. Et justement, je dis tout le temps que les moments les plus douloureux éveillent une force incroyable et une créativité qui t'a amené à Origine. Pourquoi ça s'est arrêté d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, je m'installe tranquillement dans les Mystères de l'amour. Et puis, c'est vrai que je suis bien. Je fais même comment ça s'appelle, le Cannes série. Tu vois, j'en ai fait des festivals de Cannes avec Tatiana. Tu le sais, hein, j'en ai monté des marches, tu vois, où qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils font là, et dadadi, et dadada. Rien à foutre, c'était magnifique. Elle était invitée parce qu'elle était belle et parce J'ai que souvenir de photos sur la plage dans le cadre du festival ouais, de Cannes. Vous étiez dans le gala des doubles pages, etc. Ouais, VSD, Véridique. Ouais, ça rigolait pas. Et elle était invitée par des grands couturiers. Tu sais, c'est une belle exposition pour les robes. Et voilà. Bon, bref. Et moi, j'étais à côté. Je monte, moi aussi. Et les gars, de Stein au Festival de Cannes, les amis, qui va dire non? Moi, j'y vais. Et là, le fait de faire le Cannes série dans quelque chose où je suis légitime avait une autre saveur. J'ai préféré. Et même si c'est moins grandiose, tu vois. Et parce que j'étais légitime d'être là. Enfin. Et du coup, ça se passe bien. Bon, le truc que l'on parle moins, c'est qu'avec Tatiana, on vit des périodes plus compliquées. Ça faisait déjà plus de 10 ans, 15 ans que vous étiez ensemble. Ça faisait 17 ans. 17. À ce moment-là, ça fait 17 ans. On divorce au bout de 17 ans. Le cycle de ces mots, le cycle se termine. Elle a besoin de vivre autre chose. Elle a besoin de s'émanciper autrement. Bon, j'ai du mal à l'accepter, mais à la fin, je l'accepte et je l'accompagne dans le divorce. C'est pour ça que les Mystères de l'amour s'arrêtent? Non, pas tout de suite. Moi, je continue les Mystères de l'amour entre-temps. Et là, ce que je faisais pas avant, c'est sortir un peu avec les potes. Je sortais pas avant. Je rentrais à la maison, je faisais mon truc. Et sauf que là, je sors un peu avec les potes et tout. Et les gens me voient sortir. Sauf que les gens ne savent pas qu'à ce moment-là, on est séparés avec Tatiana. Juste séparés, elle vit plus à la maison. Mais on dit rien parce que on se donne peut-être le temps de revoir la donne, de revoir les choses et de se remettre ensemble. Donc on me voit souvent dehors. Moi, on me voit jamais avec des collègues féminines, tu vois. Et donc les rumeurs commencent à fuser un peu partout. Et à ce moment-là, Tatiana m'appelle et me dit, il y a une rumeur qui dit que tu es avec une comédienne, Et je lui dis, non, mais la rumeur est fausse. Et puis très honnêtement, si je devais me mettre avec quelqu'un, ça serait pas avec une comédienne, tu vois. Et encore moins de mon émission. Parce que sinon, après, tu es bloqué. Tu es avec quelqu'un qui te regarde faire autre chose avec une autre. Et comme moi, j'avais en plus un rôle de bandit à femme, il n'y avait pas moyen que... Tu vois. Et restons professionnels aussi. No job in job. C'est important. Du coup, bon, les choses se tassent un peu. On finit par divorcer avec Tatiana. Ça fait un bordel pas possible. Et puis finalement, de fil en aiguille, on se reconnecte, on se recontacte et on se remet ensemble. On part en Normandie, elle tombe très rapidement enceinte. Très rapidement. Un beau bébé qui s'appelle Newt aujourd'hui, qui a plus de 2 ans et demi. Je qui est confirme, magnifique. qui est d'une beauté incroyable. Mais tu ne me dis pas exactement les mystères de l'amour. Attends, j'y arrive. Et donc du coup, à ce moment-là, Tatiana est enceinte de 6 mois et il y a cette rumeur qui ressurgit. Ok. La rumeur que je suis avec cette comédienne. Et là, elle comprend pas trop le truc. Et je lui dis, je peux pas être avec cette comédienne. Parce que moi, je suis 100% entier. C'est-à-dire que... Donc, et tu imaginerais peut-être que cette comédienne accepte que donc je me remette avec toi, que tu tombes enceinte. Et il y a un truc qui va pas, il y a des montées, il y a des mots, il y a des trucs, ça pète. Tout explose à la maison à ce moment-là. Et Tatiana... elle le regrette encore aujourd'hui, prend son téléphone, je ne suis pas avec elle à ce moment-là, évidemment, sinon elle ne prend pas le téléphone. Elle prend le téléphone et elle tweet. Elle tweet sur Xavier. Comme quoi tu l'as trompé. Exactement. Et elle le regrette
après discussion où moi je suis à Paris et elle est en Normandie, elle l'enlève. Ok, trop tard. Mais c'est trop tard. Screenshoté. C'est screenshot, c'est repris par les plus gros médias people, qui sont à la fois tes amis et tes ennemis, puisque ce sont les mêmes gens qui t'apprécient, qui écrivent l'article et qui te salissent. Et donc ça prend une ampleur incroyable. À la production, ça leur fait un choc, ils n'ont pas l'habitude. Hein. C'est des anciens, hein. Là-bas il n'y a pas de scandale, on n'est pas dans le truc. Moi je pensais que ça allait faire ça. Moi je me suis dit peut-être qu'ils vont se dire ça fait quand même un petit buzz et que Jean-Luc il va s'en servir pour l'écrire. Parce que normalement cet homme-là il est fait comme ça. Il prend n'importe quel sujet et il le fout dans sa série. Ça s'est pas passé comme ça pour moi. Je le regrette, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et en plus, il me restait plus d'épisodes. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est passé, j'avais pas de tournage. Donc on pouvait facilement me faire oublier. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que moi je dis un peu partout. Je crache pas sur les mystères de l'amour. Je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de valeur et qui donne, qui reste fidèle aux gens qui m'ont aidé. Tu vois. Mais la manière dont ça s'est terminé, j'ai trouvé ça ingrat. Ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est cette force, cette vitalité, comment tu avances et comment l'amour, les liens, ça vous a cramé les ailes en fait. Parce que Tatiana, qui est la mère de ton enfant, et je sais quelle est votre histoire, ce tweet, il est criminel. Mais à ce moment-là, je pense qu'elle connaît la télé comme moi. Elle connaît. Après, elle est dans tous ses états. On vit des choses pas faciles aussi. Il y a des tensions, il y a plein de trucs. Et justement, quand on sort de la télé-réalité et qu'on est dans cette notoriété et cette audimat que vous avez, savoir bien se servir de cette notoriété. Et comment souvent les choses... parce que là, c'est vomir sa détresse auprès de son public. Ouais, exactement. Chose qu'on n'avait jamais fait avant. Chose dans laquelle on s'était promis que quoi qu'il arrive à la maison, on le garde pour nous. À ce moment-là, tu as des ambitions de cinéma, jouer la comédie, ça t'a animé. Quand je suis dans les mystères, ma pote Carole Dechante me dit « Xavier, tu vas pas t'arrêter là, hein. C'est sûr. Tu as une gueule, tu as un truc, tu fais les choses instinctivement, ton personnage, tu l'as écrit. » J'ai joué 3 personnages en un. J'ai joué Antoine Vallès, j'ai joué Tony Vargas et j'ai joué Bruno Vallès, tu vois. Et tout ça en une fois sans vraiment avoir bossé, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai déjà des ambitions de partir ailleurs, de faire autre chose, d'écrire un spectacle aussi. Et c'est là où on va parler d'origine, mon Dieu, quel spectacle! C'est là-haut en fait, mais j'ose pas. Xavier qui n'ose pas et en même temps tu es l'auteur et le comédien de ce spectacle. Fais-moi le speech s'il te plaît, même si ton ami le comte de Boudherbala, il nous en a fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Tu es aimé et les gens te poussent et t'encouragent. Et il y a quelque chose autour de toi de l'ordre de l'accompagnement et de la chance. Je ne sais pas si tu le sens. Il y a toujours un chemin qui s'ouvre à toi. C'est quoi Origine ? Origine, c'est tout ce que je suis que les gens ne connaissent pas. À travers l'autodérision, à travers mon passé, à travers la déception, l'amour et la compassion. En fait, Origine, c'est pas du stand-up comme on peut le voir avec une succession de blagues. Tiens, hier j'ai vu une dame, elle a fait ça. J'avais un pote, il a fait ça. Non, je pars de ma naissance jusqu'aujourd'hui. En passant par la télé-réalité, en passant par les mystères de l'amour et surtout mon vécu, ma mixité, ma famille blanche, ma famille noire, l'acceptation et toutes les blagues que j'ai pu entendre, possibles et inimaginables, les portes qui se sont fermées, ouvertes. Vraiment, c'est un spectacle que j'ai écrit qui fait 1h15. Pourquoi je l'ai écrit ? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que c'était le moment. Je suis seul maintenant. J'avance seul. J'ai toujours été un duo dans l'esprit des gens. Et aujourd'hui, je suis seul. Et quelle est la meilleure manière pour que les gens me connaissent réellement et pas en tant que duo, pas en tant que couple, pas en tant que Xavier et Tatiana. Qui je suis, au fait. J'étais au bras de quelqu'un de joli, qui avait son histoire, qui l'a expliqué, dont je faisais partie, mais ce n'était pas mon histoire. C'était son histoire et parfois notre histoire. Donc pour que ce soit plus simple,
J'ai fait un petit medley. C'est ta biographie, Ouais, en fait. Je fais une Et on a biographie. l'impression que c'est ta thérapie. Mais ce spectacle Origine va tellement, tellement, tellement servir. Parce que finalement, c'est la trajectoire d'un homme qui finit par se trouver. Exactement. J'ai l'impression que Origine, alors que normalement c'est le début, oui, c'est le début, enfin c'est la fin de quelque chose Origine aujourd'hui, et le début d'une nouvelle vie. Et à chaque fois, chaque spectateur qui vient, à chaque fois, il y a un moment de manière différente où on me dit « je ne savais pas ». Et maintenant, je comprends mieux. Parce que je laisse des messages, sans arrêt. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui rêvent de devenir artiste, comédien, raconte-moi les étapes. Tu as une montée, une envie, tu te mets à écrire seul. Au départ, je me sens pas légitime d'écrire, mais par contre, je me sens légitime de monter sur scène. Alors, tu as remarqué, depuis le début de ce podcast, je ne fais rien sans me sentir légitime. Je pense pas faire de la scène si je passe pas par les mystères de l'amour. Okay. Tu vois. Et je passe pas par les mystères de l'amour si je passe pas par cette case un petit peu de télé-shopping, tu vois. Et je passe pas par le spectacle si je passe pas par Secret Story. Et chaque expérience fait que je me sers de mon expérience d'avant pour essayer d'avancer ailleurs. Et ensuite, comment ça vient ? Je me refais aussi. Je souffre de mon côté. Parce que la séparation, c'est pas facile. Parce que je revis une nouvelle fois une séparation avec un enfant en bas âge. Ça fait 2 fois. Je me dis, je suis maudit en vrai. Tu vois. Moi, mon premier garçon, je l'ai pas vu pendant 14 ans. Tu vois. Et du coup, je me dis, ça recommence. Et en vrai, je me dis, non, ça va pas recommencer parce que tu vas faire les choses différemment et qu'aujourd'hui, tu as mûri. Et tu vas pas te braquer. Tu vas accepter et tu vas assumer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout se passe très bien. Il rentre à l'école, il va chez papa, il vit chez sa maman et c'est très bien. Même si parfois c'est compliqué, personne ne va le savoir parce que ça, c'est la vie d'homme. C'est pas la vie d'un jeune homme. Okay ? À mon âge, aujourd'hui, on se plaint pas, on fait. Et arrive ce moment où je me dis, je suis quoi en vrai, moi ? Les gens me voient dans la rue, ah, t'es séparé et tout. Même mes amis et même les gens de production me disent, mais donc maintenant, c'est quoi ton histoire ? C'est quoi ? Toi, t'es qui ? Et je rencontre à un match à Levallois mon pote d'enfance, le comte de Boudherbala, avec qui j'ai joué au PSG. C'est ton pote d'enfance ? Bien sûr, on a joué ensemble au PSG à 14 piges. Il était basketteur ? Il a été basketteur. Ok, j'avais pas cette info. Le nain, il a été basketteur. le petit, là, qui a jamais grandi. Très talentueux. Et on a grandi à travers les terrains de basket en banlieue ensemble. Ok. Les gens ne savent pas. Tu sais, je me vante pas, moi, Soledad. Je connais énormément de gens, mais j'ai jamais appelé ces mecs-là parce que je me sentais pas légitime. Dans le où ils étaient. Allô, Samy, t'as vu, j'ai fait de la télé-réalité, maintenant je peux être comédien. Ils m'auraient rayonné, c'est un professionnel. Okay. Sauf que en parlant, il me dit, Xavier, il est temps. C'est bon. Moi, ça fait 10 ans qu'on me dit d'écrire. 10 ans. Tu vois, 10 ans qu'on me dit, Xavier, il faut que tu écrives. Et même quand je travaillais chez Star 24, le boss, Félix, me disait, Xavier, écris, frérot. Écris. Et j'ai jamais senti le truc parce que je me sentais pas apte à parler de moi alors que j'étais à 2. Tu vois, je suis quelqu'un de dévoué. Alors à ce moment-là, il me donne les codes. Il me dit, écris ce que tu as dans la tête, tu m'envoies. Et là, il me dit, là, tu enlèves. Là, tu vas plus loin. Straight to the point. Va droit au but. Fais ton truc. Et lag. Tac, tac, tac. Et je ponds un truc. Au moment où je ponds un truc, il me dit, viens chez moi. C'est le République. C'est mythique. C'est chez Samy. C'est chez le comte de Boudherbala. Viens. Je fais à peu près 30 dates de rodage. Dans l'ombre. Personne ne sait rien. Je fais 2-3 petits comédie clubs. Je les poste. Mais j'envoie les gens là-bas parce que moi, je suis en train de travailler là, tu vois. Et un jour, c'est parti. Qui produit ? Je produis tout seul. Tu as écrit, tu joues et tu produis. Ouais. Je suis entouré d'une petite équipe de conseillers. Mais mon parrain spirituel, c'est Samy. Samy, c'est le comte de Boudherbala ? C'est le comte de Boudherbala, ouais, pour le grand public. Samy Améziane. Et voilà, il me conseille, il me dit maintenant, vole. Pars, fais ton truc, et quand tu reviens, tu fais des dates chez moi de temps en temps, mais fais ton truc. Origine. Origine, c'est le premier mot que j'ai écrit sur ma feuille. Le spectacle avait son titre avant même d'être écrit. Origine.
Origine, c'est pas forcément ma couleur. Hein. C'est pas ni d'être blanc, ni d'être noir. Ni d'être noir, c'est origine. L'origine du basket, c'est quoi? Tu m'as posé toutes ces questions. L'origine, pourquoi le téléachat? C'est quoi l'origine? L'origine des mystères de l'amour, l'origine de Secret Story, l'origine de Origine. Est-ce que l'origine, c'est sa ligne de vie pour connaître justement ses talents, ses ressources? Exactement. Je crois que l'origine, c'est au fond ce que l'on est et ce que l'on ressent. C'est pas forcément quelque chose que l'on voit. Moi, je crois que l'origine est imperceptible. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on sort de la télé-réalité, il y a tellement une grande notoriété. Est-ce qu'on ne s'enferme pas dans une image? Et est-ce qu'on ne s'oublie pas dans son authenticité? La force d'aujourd'hui, c'est que grâce aux réseaux sociaux, on peut casser une étiquette à sa convenance. D'accord ? On n'a plus besoin de quelqu'un pour qu'on parle de soi. La problématique des réseaux sociaux, et surtout quand on est ex-candidat de télé-réalité, c'est de faire plein de choses. Par exemple, un footballeur, il va rester footballeur, un humoriste, il est dans sa case d'humoriste. Là, j'arrive dans quelque chose où on pourrait me considérer comme un humoriste. Moi, je vois plutôt ça comme un showman, quelqu'un qui vient raconter une histoire à sa façon. Tu vois ? Ensuite, peut-être avec le temps, je serai considéré comme un humoriste. Aujourd'hui, je ne crois pas être considéré comme un humoriste. Je les vois, les mecs. Ils ont de l'expérience, tout. Mais moi, j'ai cette manière de parler qu'ils ont et cette manière naturelle de m'adresser à un public. Ce même show naturel que tu faisais sur ton terrain de basket. Exactement. C'est inné chez toi. Je pense. Parce que j'ai mon père antillais, c'était quelqu'un de très folklore, tu vois. Nous, Noël, on chante, on se lance des blagues, des vannes, mais ça veut pas dire que tu vas être bon face à quelqu'un. Il s'avère que ça prend, il s'avère que les gens qui viennent ne sont jamais déçus. Et quand je leur propose quelque chose, ils se disent « Ah ouais », et puis j'y vais à fond. Et je mens pas. On va mettre toutes les dates et le lieu sur l'article qu'on va écrire. Où est-ce que tu veux amener ce spectacle ? Écoute, je vais l'emmener. Je construis ce spectacle comme j'ai construit ma carrière de basketteur, c'est-à-dire je travaille pas à vue. Je me dis pas dans 2 ans je suis à l'Olympia, dans 3 ans je suis à l'Olympia. Je fais mes dates. J'ai fait des dates aux Républiques. J'en ai fait une en Guadeloupe cet été qui m'a tenu à cœur. C'était un challenge déjà de jouer devant des Guadeloupéens en Guadeloupe, à 2 pas de Mornalo, là où enterré mon papa. Ça faisait 4 ans que j'y étais pas été. La dernière fois que j'ai fait ce voyage. On t'a bien accueilli ? Ouais, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je parle de mes origines en vrai. Tu sais, quand tu fais ton évolution à 2, tu parles pour 2. Et moi, j'ai rarement parlé de mes origines antillaises, de comment je voyais les choses, de comment comment je suis perçu là-bas. Mon père, lui, il m'a vraiment inculqué ça. Tu vois. Origine, c'est justement un spectacle qui va faire du bien à tous ceux qui ont besoin de trouver la force et de se rencontrer soi-même. Et ce que j'aime dans ton témoignage aussi, c'est que tu es si masculin, tu es si beau, 1m97, il est beau, vous ne pouvez pas savoir, là il est devant moi, et en même temps, avec une part extrêmement féminine, ça fait du bien d'entendre aussi ce risque, parce que c'était très tumultueux, cette histoire d'amour avec Tatiana, et un homme qui se laisse un peu aller dans ce qu'on peut appeler, je ne sais pas si, avec beaucoup d'amour, ce que j'aime Tatiana, tu le sais, il y avait une sorte d'emprise, il y avait quelque chose de cet ordre-là, et tu en parles avec beaucoup d'honnêteté, ça fait du bien. Dans un moment où justement on parle tellement de violence conjugale et que toujours les hommes, les femmes, en fait, les hommes peuvent être affectés aussi et peuvent souvent être mis au service d'une carrière d'une femme. Oui, bah c'est ce qui s'est passé. Moi, au départ, vraiment, je comptais pas sur moi. Je sais que dans mon entourage, on en a beaucoup voulu aussi. On m'a dit, mais Xababa, c'est toi. Xababa, c'est toi. Tu vois, vous n'êtes pas 2, c'est toi. Tu as fait kiffer ton public, tu l'oublies. Tu es dans l'ombre, tu travailles dans l'ombre et tout. Bon, j'avais cette mission-là. Je crois l'avoir fait, l'avoir terminé, tu vois. Et encore aujourd'hui, il y a un bébé qui est là. Et c'était son souhait le plus cher. Et de l'avoir fait aussi avec elle, c'est une belle terminaison de notre histoire. Maintenant, on en ouvre une autre en coparentalité qui se passe très, très bien. Ça ne m'étonne pas de vous. Origine, est-ce que ça te donne envie de passer des castings, de faire un peu plus de cinéma, des séries, un truc ? Ça serait vraiment... je vais pas te mentir, je suis ambitieux, tu le vois bien. Je fonce dans tout ce que je fais. Normalement, c'est la suite logique.
Autour de moi, on me dit, tu peux le faire, tu peux. Je fais, mais attends un peu. Moi, j'ai envie d'écrire cette histoire. Si ça vient, ça vient. Et si ça vient, tu sais très bien que je vais le faire à fond. Qu'est-ce que tu dirais au petit garçon, le petit Xavier qui a quitté la rue Montcény pour aller à Stein? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, n'aie pas peur, en vrai. Tu vas prendre les choses comme elles vont venir et tu en feras quelque chose. Origine, allez le voir, c'est absolument divin et surtout, ça fait du bien pour tous ceux qui veulent entamer une carrière artistique. Comment faire pour se trouver soi-même? Il faut accepter de se faire mal. Accepter de se faire mal. Ou tout simplement de se mettre en risque, en péril. C'est ce que je dis à la fin du spectacle. Il y a une sorte de conclusion que je ne vais pas dire ici. Mais ouais, il faut accepter d'entendre, mais il faut accepter de défier. Est-ce qu'il y a la place au rêve encore en 2024? Est-ce que tous ces gamins-là qui veulent devenir basketteurs comme toi, ou comédiens, ou tu peux pas savoir comment les castings de télé-réalité cartonnent, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un gamin qui subit un peu d'harcèlement scolaire, à qui on dit bâtard, à qui se sent pas légitime? Qu'est-ce que tu lui dirais? La seule issue, c'est la confiance en soi. Je crois que c'est vraiment la seule issue. La confiance en soi donne la force déjà de se défendre, de parler, tu vois, et d'agir. Si tu as confiance en toi, c'est la seule chose. On est unique. Et comment la nourrir, cette confiance en soi? Je crois que c'est le sujet d'origine. Exactement. La confiance en soi, elle se trouve aussi dans l'échec. Faut accepter l'échec. Faut accepter l'échec, faut la comprendre. Mais il faut la défier aussi. Tu vois, tu reviens, toujours. Tu reviens. Et si ça ne fonctionne pas là, c'est que tu n'es juste pas fait pour ça. C'est pas grave. Hein. Moi, j'ai tenté plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. Tu vois, c'est pas grave. Tu fais autre chose. Mais en 2024, je pense que la facilité, c'est l'écran. Et regarde de quoi je suis en train de te parler. Je te parle de plein de choses qui se font dans l'ombre. Tu vois, de se lancer, c'est travailler dans l'ombre. Et c'est ton travail qui va faire la lumière. Si tu passes ton temps sur ton téléphone à raconter les conneries des autres ou des conneries, je vois pas l'utilité. Ça va rester futile, tu vas faire un buzz de 2 semaines et après on va t'oublier. D'être dans le mouvement. Xavier, merci pour ce délicieux moment. Allez le voir à Origine. Venez et attendez-le parce qu'à la sortie, il est là et on peut le rencontrer. Je vous embrasse et merci Xavier pour ce délicieux moment. Merci, à bientôt. Soledad.